Alors effectivement, depuis le 1er janvier 2022, la France a pris la présidence non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Union européenne. C'est peut-être pas inintéressant de s'arrêter un instant sur cette différence. Il n'y a pas à proprement parler de présidence de l'Union européenne, mais chaque institution de l'UE a un président. La particularité du Conseil, le Conseil étant l'un des deux co-législateurs avec le Parlement de l'Union européenne, est que sa présidence est tournante, c'est-à-dire que chaque État membre va assurer la présidence à tour de rôle pendant 6 mois. La France prend donc le relais après la Slovénie et sera suivie de la République tchèque qui prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne de juillet à décembre 2022. Le rôle d'une présidence du Conseil est justement d'assurer la mission de ce co-législateur, c'est-à-dire de s'assurer que le Conseil arrive à adopter une position sur un certain nombre de textes législatifs qui sont déjà en négociation et qui sont déjà imposés par l'agenda législatif européen qui a été décidé notamment par le Conseil européen et proposé par la Commission européenne. Ce qui veut dire que finalement, dans le travail au jour le jour, l'influence de la présidence du pays qui assure la présidence tournante de cette institution est finalement assez maigre, assez léger, puisque justement l'objet de cette présidence est de réussir à trouver un accord parmi les 27 et donc d'être un deal broker, c'est-à-dire de permettre le consensus ou en tout cas un accord majoritaire entre les 27. Cela étant, ça ne veut pas dire que le pays qui assure cette présidence tournante n'a aucune influence. D'une part, elle peut décider de mettre en avant, d'accélérer, de prioriser un certain nombre de dossiers législatifs qui sont en cours, mais elle peut aussi profiter de cette présidence pour pousser un certain nombre de sujets de plus long terme et s'inscrire finalement dans une temporalité plus grande que celle des 6 mois de la présidence tournante à proprement parler. D'ailleurs, il est intéressant de regarder et de remarquer que les présidences tournantes ne fonctionnent pas seules, mais fonctionnent dans le cadre d'un trio. La présidence française fonctionne dans le cadre d'un trio avec la République tchèque et la Suède qui lui succéderont, afin d'assurer une certaine stabilité, une certaine prédictibilité dans le programme, dans la réalisation du programme de travail de cette institution. Enfin, dernière dimension de cette présidence tournante, c'est une dimension plus nationale, celle d'appropriation au niveau national, au niveau de l'État membre qui assure cette présidence tournante, des thématiques européennes et de cette identité européenne qui n'est peut-être pas si souvent que ça mise en valeur généralement, notamment dans le traitement médiatique de l'actualité. Alors, on pourra remarquer que cette présidence tournante intervenant tous les 13 ans et demi, c'est probablement pas suffisant, mais il n'empêche que c'est une occasion aussi de célébrer l'appartenance à l'Union européenne pour les États membres qui assurent la présidence de cette institution. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, les priorités de la France pour cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, elles sont doubles et elles doivent être, qui plus est, lues au prisme de la situation politique française, à savoir celle d'une présidentielle, des élections présidentielles et législatives qui auront lieu au milieu de cette présidence tournante. C'est important d'abord en termes de calendrier parce que, effectivement, le gros, si ce n'est l'essentiel de la présidence française aura lieu avant la période de réserve des institutions nationales, à savoir la fin mars, plus exactement le 20 mars. Passé cette date, eh bien, de toute façon, la France sera en campagne, les ministres probablement aussi, même si il a été promis que la présidence française serait utile jusqu'à la dernière heure, et fort à parier que avec les élections présidentielles puis les élections législatives, celles-ci prennent fin plutôt aux alentours de la fin mars, donc à la moitié de cette présidence théorique. Deux temporalités donc dans ces priorités, une temporalité à l'échelle de cette présidence, qui est donc quels sont les textes sur lesquels le législateur européen qu'est le Conseil va devoir aboutir pendant la présidence française,
si possible bien sûr, avec bien 3 exemples qu'on peut prendre. D'abord le premier exemple dans le numérique. On a 2 textes d'importance sur la table, le Digital Market Act et le Digital Services Act, qui ont été proposés par le commissaire Breton et qui visent à réguler mieux l'activité d'un certain nombre de grands acteurs numériques comme les GAFAM sur les marchés européens, qui visent aussi à mieux permettre à l'industrie européenne de tirer parti des données qui sont produites par les Européens pour leur permettre de numériser leur processus industriel. Deuxième exemple, celle de la transition écologique, avec la volonté de la France d'aboutir à un consensus sur la création d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe, celle-ci visant à empêcher eh bien, ce qu'on appelle les mécanismes de fuite carbone, c'est-à-dire étant donné que l'Union européenne impose à ses propres producteurs un certain nombre de contraintes sur la production, contraintes environnementales sur ces processus de production, l'idée est d'éviter que eh bien, des biens qui sont issus de processus plus sales ou plus carbonés, pour être exact, ne puissent avoir un avantage compétitif démesuré par rapport eh bien, à des industries européennes qui sont contraintes, d'où ce mécanisme d'équilibre, cette taxe carbone aux frontières de l'Europe. Troisième exemple, enfin, dans le domaine social, domaine qui a été sous-représenté pendant de très longues années et même décennies dans le domaine de la régulation européenne, eh bien avec la possibilité réelle d'avancer et d'aboutir sur un texte de directive visant à établir des salaires minimums dans chacun des États membres. Voilà ce qu'il en est pour les priorités dans la temporalité de ces 6 mois de présidence française du Conseil de l'Union. Mais la France va aussi pousser, et là c'est là où l'articulation avec les enjeux politiques nationaux se joue, avec la campagne présidentielle, avec la probable candidature du président Macron se joue, eh bien, la possibilité et la volonté pour la France de pousser un certain nombre d'idées, de thématiques qui lui sont chères et qu'elle voudrait voir porter plus loin au niveau européen. Et c'est notamment la raison pour laquelle le président Macron, dans sa conférence de presse de décembre 2021, dans laquelle il présentait les priorités de la présidence française du Conseil, évoquait cette vision d'une Europe à l'horizon 2030, résonnant d'ailleurs avec le plan de relance français, France 2030, qui offre une vision à 10 ans de ce que devrait être le futur de notre pays. Une des initiatives sur laquelle la France veut avancer, eh bien, c'est celui d'un nouveau modèle de croissance et d'investissement. En tout cas, c'est la manière dont l'a présenté le président français lors de sa conférence de presse. Et qu'y a-t-il derrière? Eh bien, 2 choses principales qui sont liées, selon moi, assez intelligemment, en tout cas tactiquement. On verra quelles sont les réponses de nos partenaires européens. C'est d'abord celui eh bien, de notre capacité à investir en commun dans des domaines industriels d'avenir qui assurent à la fois notre autonomie stratégique, notre capacité à assurer cette double transition, la transition écologique et la transition numérique de notre industrie. Donc notre capacité à investir en commun, potentiellement ça veut dire ça pose la question en tout cas de l'avenir du plan de relance européen et de sa possible pérennisation. Et de manière, disons, le corollaire de cette interrogation sur ces investissements en commun, eh bien, est celui de la réforme du pacte de stabilité et de croissance qui encadre les politiques budgétaires et d'endettement des États européens. L'idée étant d'aller vers un cadre qui soit probablement plus favorable à ces investissements et qui permettent un endettement, qui permettent un déficit intelligent, c'est-à-dire permettant les investissements, mais quand même assurant pour les domaines des dépenses de fonctionnement, à minima un équilibre et si ce n'est un excédent budgétaire. Voilà en quelques mots les principales priorités que la France essaye de pousser depuis le 1er janvier et qu'elle continuera à essayer de pousser d'ici à la fin juin 2022. Alors, il est clair que depuis 2016, les questions de défense européenne ont beaucoup avancé, notamment avec la concrétisation d'un fonds européen de défense qui a été adopté et mis en œuvre
ces dernières années, mais également avec la coopération structurée permanente qui a été, pareil, concrétisée en 2017. Et on sait que dans l'agenda de souveraineté européenne qui avait été défini par le président Macron, que la question de la défense européenne, de l'intégration des questions de défense, mais aussi du renforcement de la coopération en matière de défense au niveau de l'Union européenne, et donc in fine de l'affirmation de l'Union européenne comme un acteur de défense et de sécurité au niveau international, est une priorité pour la France. C'est vrai depuis le discours de la Sorbonne, ce sera vrai donc lors de la présidence française de l'Union, avec un certain nombre de priorités qui ont été définies par la France pendant ces 6 mois de présidence. La première, la plus importante, c'est bien sûr l'aboutissement du processus de la boussole stratégique. La boussole stratégique, c'est peu ou prou le premier livre blanc de défense de l'Union européenne. C'est la première fois que les Européens acceptent de faire ensemble un livre blanc de défense et de sécurité au niveau de l'Union européenne. C'est une analyse partagée des menaces du monde qui nous entoure, l'affichage aussi et la fixation d'ambitions communes au niveau européen, et donc aussi de la définition d'un certain nombre d'objectifs, de moyens, mais à mettre en œuvre pour se donner les moyens de ces ambitions. Parmi les thèmes qui seront poussés dans cette boussole stratégique et qui sont d'une importance particulière pour la France, eh bien l'importance de promouvoir les opérations conjointes, donc de renforcer le volet opérationnel de la coopération européenne en matière de défense, notamment en permettant une plus grande flexibilité dans la mise en place de ces missions, de ces opérations, une meilleure articulation avec les missions nationales et les missions d'autres cadres comme celui de l'OTAN ou de l'ONU dans des régions dans lesquelles l'Union européenne ou les Européens peuvent intervenir. C'est aussi des réflexions sur les capacités, le matériel en particulier qui sont nécessaires pour réaliser ces opérations que la France veut pousser, cette réflexion sur ses besoins pour mettre en œuvre ces opérations conjointes. Par ailleurs, la France entend pousser une problématique qui s'est vraiment développée dans le cadre de la boussole stratégique, celle des espaces contestés, celle des espaces stratégiques contestés et de l'accès à ces espaces stratégiques contestés, que sont l'air, le domaine maritime, donc le domaine aérien, le domaine maritime, le domaine spatial, et le cyberdomaine, dans lesquels les Européens doivent apprendre à être probablement plus assertifs pour défendre leur accès à ces domaines qui peuvent être contestés par d'autres acteurs tiers à l'Union. Par ailleurs, l'un des objectifs de la France lors de sa présidence tournante du Conseil sera aussi de pousser pour un approfondissement du soutien au développement d'une base industrielle et technologique de défense européenne, à développer une culture aussi de l'industrie de défense au sein de l'Union, au sein du Conseil, au sein des institutions européennes, avec cette question qui commence à être bien connue au niveau français, en tout cas des cercles de la défense, qui est celle de la taxonomie sur les investissements, l'idée étant de ne pas rendre moins compétitif, moins avantageux l'investissement dans la base industrielle et technologique de défense pour cet outil qui a vocation à flécher les investissements vers les entreprises soit qui ont un impact environnemental, soit qui ont un impact social, soit un impact en termes de gouvernance sociétale important. Et donc, la question est celle de l'articulation entre ces objectifs légitimes et le besoin d'avoir une industrie de défense performante pour assurer l'autonomie stratégique de l'Europe. Cette défense de la BITDE, la base industrielle et technologique de défense européenne, passera aussi par un soutien appuyé à l'innovation, avec, si possible, l'émergence d'un hub d'innovation au sein de l'Agence européenne de défense, proposition qui a émergé dans le cadre du processus de la boussole stratégique et qui devrait être reprise dans le cadre de cette présidence française. Nous verrons dans quelle mesure les autres Européens auront envie d'investir, de s'investir davantage dans le cadre de ce hub d'innovation. C'est une question qui reste ouverte. Enfin,
La question de l'approfondissement des partenariats existants avec l'OTAN, d'une part, puisque l'OTAN devrait adopter d'ici juin une version révisée de son concept stratégique et que l'OTAN et l'Union européenne devraient adopter une nouvelle déclaration conjointe censée approfondir leur coopération. Cette coopération sera donc au centre des priorités de la France pour cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Un agenda qui va être bien chargé, sur lequel la France ne pourra pas nécessairement délivrer autant de résultats qu'elle le souhaiterait, mais qui pourra faire avancer un certain nombre de dossiers, de priorités qui seront reprises par les présidences suivantes.